Il est temps de passer à notre première table ronde, une table ronde consacrée à l'état du monde, précisément. On va voir toutes ces couleurs-là qui vont prendre forme dans le discours des différents intervenants. Conflit, compétitivité, l'Europe peut-elle peser vis-à-vis des États-Unis ou peut-elle se passer des États-Unis? C'est une question qui a pris évidemment une importance clé depuis le 20 janvier, depuis la prise de fonction de Donald Trump, et puis peut-être même encore plus depuis le 4 février, avec ces droits de douane massifs qui ont été instaurés vis-à-vis du Canada, du Mexique, et puis suspendu le temps de négociation, enfin cette espèce de négociation d'un caïd face à des gens qui sont plus ou moins solides en face. L'Europe pour l'instant est épargnée, on va voir si ça peut durer. Et pour cela, j'appelle 3 intervenants prestigieux, Nicole Bacharan, Jean Pisani-Ferry et le général Trinquant. Je vous remercie de les accueillir. Nicole. Là, comme ça. Ça arrive très bien, voilà. On va essayer de former un petit arc de cercle. Donc, ravi de vous accueillir. On va parler de l'état du monde. Un vaste sujet, comme aurait dit De Gaulle à une autre occasion, et pour répondre à une autre interjection, si vous vous souvenez bien. On va commencer avec vous, Nicole Bacharan. Vous êtes politologue, spécialiste des États-Unis, vous êtes chercheuse à la Fondation nationale des sciences politiques, vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont un intitulé « Le monde selon Trump ». C'était en 2019. J'allais dire que c'était le Trump d'avant. Je ne trahis pas votre état d'esprit si je dis que vous êtes plutôt anti-Trump. En tout cas, vous avez un regard très sévère sur Trump. Commençons par une question assez simple. Quel est aujourd'hui le panorama que vous pouvez dresser sur le pouvoir de Trump? Il faut que vous preniez un micro, l'un de ces micros, voilà, général. Bonjour à tous, merci de nous accueillir. Merci, cher Nicolas Bétou, de cette introduction. Je pense, j'ai réfléchi évidemment avant de venir vous rencontrer, et je crois que voilà, on a une présidence qui dure depuis 2 semaines et qui laisse le monde dans un état de sidération, de vertige même. Et la première chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est le but. C'est pas un accident, c'est la stratégie de Donald Trump, de son entourage le plus proche, c'est de vraiment submerger, pour prendre un mot qui en ce moment fait débat, mais submerger tous les jours le cycle des news, les médias, les entreprises, les pays, les gouvernements, de nouvelles à un rythme effréné. The punch in the face. Voilà, exactement. Et vraiment être écrasé, dominé par l'abondance des annonces quotidiennes. Vous avez raison, Nicolas, de rappeler que c'est vrai que je suis critique à l'égard de Donald Trump, mais je pense que c'est important de poser immédiatement que son élection est légitime, que je la reconnais, nous la reconnaissons. C'est pas un raz-de-marée, mais c'est une élection juste, incontournable, avec une courte majorité au Congrès, mais une majorité, avec un vrai soutien à la Cour suprême, et que donc il est également légitime que ce président ait des projets, veuille revoir le fonctionnement de l'État, veuille tailler dans des budgets où il y a forcément, comme dans tout budget public, de la gabegie. Tout ça est franchement normal, légitime, et il faut essayer à chaque fois, malgré le vertige par lequel on peut être saisi, essayer de repérer en quoi certaines initiatives peuvent être justes. Mais, parce qu'il voilà. Mais. Une fois que j'ai dit ça, je donnerai juste 3 points rapides avant d'entamer notre conversation. Le premier but de Donald Trump, outre nous donner le vertige, pour peut-être nous tétaniser un petit peu, c'est d'élargir le pouvoir présidentiel. Alors, c'est une lutte habituelle. L'exécutif, le Congrès, depuis 250 ans, lutte pour avoir plus d'influence l'un que l'autre. Là, c'est vraiment colossal. Et justement, avec une telle vitesse que les contre-pouvoirs n'ont pas encore trouvé le moyen de réagir. Ça viendra. Il faut dire également que pour l'instant, l'opposition est au tapis, sidérée, désorganisée, se disputant pour savoir pourquoi on a perdu l'élection. On pourra y revenir si vous le souhaitez, mais en tout cas, pour l'instant, du côté du Parti démocrate, du côté même des contre-pouvoirs habituels,
il y a un affaiblissement qui permet à Trump de foncer comme on le voit foncer. On a vu à une vitesse également très rapide la nomination, la confirmation de ces équipes avec des profils classiques, j'ai envie de dire, plus conservateurs que sous Biden, mais enfin c'est quand même bien la moindre des choses, comme Marco Rubio aux affaires étrangères ou Mike Waltz comme conseiller à la sécurité nationale, et puis des profils qui, vus d'Europe, nous interrogent davantage, comme Robert Kennedy Jr. à la santé ou Tulsi Gabbard pour coiffer les services secrets, et qui, elle, alors vraiment crée une très grande inquiétude parmi les services secrets américains. C'est des agences qui font travailler plus d'1 million de personnes et qui ne savent pas du tout si elles ne vont pas être dirigées par quelqu'un qui, au fond, est contre ces agences. De même que Robert Kennedy Jr. est plutôt anti-vax. Il est anti-vax. À la santé. Et il a pris quand même beaucoup de positions très controversées. Il semble aller, soyons pas trop méchants, mais il semble peu qualifié pour veiller sur la santé des Américains. Le rôle d'Elon Musk, qui tous les jours également nous surprend parce qu'on a une situation totalement inédite. L'homme le plus riche du monde, qui a un poste consultatif, donc sans aucune restriction finalement, puisqu'il ne sera pas auditionné par le Sénat, il ne sera pas confirmé par le Congrès, et pourtant on le voit prendre des décisions. J'en donne juste une. Ce sont ces équipes qui ont envoyé un mail à 2 millions d'employés de l'État, de fonctionnaires, en leur disant « Nous souhaitons que vous partiez, 2 millions, et si vous partez gentiment, en quelque sorte, vous serez payé jusqu'en septembre. » Donc avec une volonté de dynamiter l'État fédéral tel qu'il existe. Et là, c'est cet effet de gros pavé dans la mare dont on va voir les effets, mais moi je le vois puisque j'ai beaucoup de ma famille, de mes amis aux États-Unis, de gens qui travaillent là-bas, beaucoup d'inquiétudes sur les gens qui ont des paiements parce qu'ils ont une maladie chronique, ceux qui ont un job où l'État finance en partie. Enfin, l'inquiétude est très forte. Et je dirais juste quelques mots sur la guerre commerciale. On laissera peut-être Gaza pour plus tard, nous verrons. Mais juste la guerre commerciale, pour essayer de donner 3-4 points sur ce qu'on peut en comprendre pour nous-mêmes savoir réagir. La première chose, c'est que Donald Trump poursuit des buts économiques contradictoires. Remplir les caisses de l'État avec des droits de douane, mais des droits de douane qui peuvent avoir un effet inflationniste nuisible à son électorat populaire, notamment. Ensuite, il contrarie aussi quand même les milieux d'affaires qui le soutiennent, qui étaient à fond, et le restent toujours, pour les baisses d'impôts, les dérégulations, mais pas du tout pour les droits de douane. Or, ce sont les droits de douane qui arrivent en premier. Dans la guerre commerciale également, des buts politiques pas totalement clairs non plus. La frontière avec le Canada, honnêtement, c'est pas là qu'il y a l'invasion migratoire, ni l'invasion du fentanyl, une drogue qui effectivement est une épidémie, mais calamiteuse aux États-Unis. Donc, le but politique vers le Canada n'est pas très clair. Vers le Mexique, un peu plus. Je dois dire que la question de la frontière et du fentanyl est vraiment très aiguë. Bon, on a allez, je caricature un peu, mais des annonces d'annexion possible du Groenland, du canal du Panama. Donc tout cela, il faut voir, est-ce que c'est une ouverture à des négociations? Quel est le sérieux, vraiment, disons, de la première menace? Et puis évidemment la Chine qui réagit immédiatement. La Chine, alors Donald Trump dit, ça commence aujourd'hui, je crois, plus 10% sur un tas de produits chinois qui sont déjà bien taxés. Et la Chine dit à partir du 10 février, plus 15%, notamment sur des produits très spécifiques, le gaz naturel liquéfié, le pétrole, le charbon, qui viennent des États-Unis. Et ce qui est frappant, et je vais en terminer par là, c'est le sentiment que Donald Trump, on n'est pas sûr qu'il prévoit le coup d'après, parce que je pense que c'est très instructif et déstabilisant de voir qu'il annonce au Canada
allez, 25% à partir de mardi. Ah, vous voulez bien déployer du monde à la frontière? Eh bien, on va discuter. Donc, il y a un coup de bluff évident, mais une reculade si rapide qu'on se dit, est-ce qu'il maîtrise, est-ce que c'est vraiment un maître du bluff, au fond? Il y a des choses qui marchent. La Colombie ne voulait pas accueillir de migrants qui reviennent. Bon, ben finalement, elle le reprend, ça a marché. Le Panama dit, ben oui, le rôle des Chinois le long du canal, on va discuter. Mais reculade immédiate avec le Canada, reculade presque immédiate avec le Mexique, en échange de pas grand-chose pour l'instant. Et donc je vais juste terminer ce petit propos préliminaire avec ça. Je crois qu'il faut garder en tête que l'attitude de Donald Trump, elle est commerciale, elle est politique, elle est stratégique, elle est aussi psychologique. On a affaire à un homme qui est en rage, qui s'épanouit dans l'intimidation, dans la menace et dans le chaos, et qu'il nous entraîne dans ce chaos et dans cette difficulté à penser même la journée immédiate. Et que je crois que c'est votre but à tous et notre but ensemble, de définir des stratégies de survie politique, gouvernementale, mais aussi au niveau des entreprises, à savoir définir nos buts, qu'est-ce qu'on veut atteindre, quels sont nos intérêts, trouver d'autres interlocuteurs, contourner un peu ce qui se passe à la Maison-Blanche, mais trouver des interlocuteurs américains dans les entreprises, parmi les investisseurs, parmi des décideurs autres que strictement politiques et qui, eux aussi, ont des agendas qui peuvent être plus compréhensibles, plus cohérents finalement au jour le jour avec ceux des Européens, et essayer, alors là je rentre dans la psychologie donc je vais me taire, de garder notre rythme, notre capacité à penser et à ne pas surréagir à chaque décharge électrique en provenance de la Maison-Blanche qui ne vont pas cesser. On va voir ça avec Jean-Pierre Zénéry, avec le général Drucker. Mais juste une question, vous disiez, il est en rage, c'est un homme qui est en rage. Quand on parle de Trump, et j'avais raison de dire au passage que vous n'êtes pas très en faveur de Trump, quand on parle de Trump comme ça, j'allais dire dans la rue, en conversation banale, on entend très souvent il est fou. Est-ce qu'il est fou? Ah non, il n'est pas fou du tout. Je pense qu'il n'est pas fou du tout. Je pense qu'il est rationnel, qu'il a une forme d'intelligence indéniable, une forme de génie stratégique, ou en tout cas médiatique, absolument indéniable. Parce que fou voudrait dire irresponsable. Non, il n'est pas du tout irresponsable, mais il y a chez lui, bon alors là, encore une occasion de ne pas parler trop longuement, une forme de narcissisme maladif qui l'oblige, j'ai quand même dit, voilà, qui l'oblige à... Il a besoin qu'on le regarde absolument tous les jours. Mais c'est vrai, Nicolas, vous avez raison de dire que je suis critique à l'égard de Donald Trump. Par contre, je pense qu'il peut avoir certaines bonnes idées. Et si vous, c'est pas notre propos aujourd'hui, mais si vous m'interrogiez sur les raisons de la défaite du Parti démocrate, vous verrez que je suis également très critique à leur égard. On en parlera peut-être à l'occasion de cette table ronde, mais ce qui est sûr, c'est que le puissant mouvement anti-woke qui est en train de monter, et qui est monté aux États-Unis, a été un des grands facteurs d'explication de cette victoire de Trump, qui n'est pas si petite que ça. Vous disiez, c'est pas un raz-de-marée, c'est pas un raz-de-marée, mais je crois avoir lu que c'était la plus importante victoire républicaine ever, d'ailleurs. Donc, en tout cas, depuis plusieurs décennies. Depuis Reagan. Donc, c'est quand même très important. Jean Pisani-Ferry, je suis très heureux de vous avoir à cette table ronde. Vous êtes économiste, vous êtes prof à Sciences Po, vous avez enseigné à l'IX, vous avez créé un think tank qui s'appelle Bruegel, qui est très réputé. Vous avez été commissaire de France Stratégie et membre du CAE, le Conseil d'analyse économique, qui regroupe les meilleurs économistes auprès du Premier ministre. Vous êtes, pour tout dire, quelqu'un de très influent, y compris dans l'univers de la Macronie. Vous avez conseillé beaucoup Emmanuel Macron. Je veux dire, c'était avant 2017. Et en 2017, peut-être, vous n'avez pas partagé toutes ces options depuis. Et vous avez publié un livre en octobre dernier, Les nouvelles règles du jeu, comment éviter le chaos planétaire. Donc c'est facile, vous lisez le livre, comment éviter le chaos planétaire, et vous savez comment gérer vos risques. Plus sérieusement, que doit faire l'Europe face à ce que Nicole Bacharan vient de décrire, de ce qu'est le risque immense des États-Unis désormais? Alors, d'abord, je suis d'accord avec l'analyse qu'elle fait. C'est-à-dire que Trump n'est pas si irrationnel que ça. Il donne l'apparence d'une irrationalité,
Mais au fond, sa stratégie, c'est de faire de l'imprévisibilité un atout. Et donc, tous les jours, il surprend et il désoriente ses partenaires et ses adversaires en étant imprévisible. Et puis aussi en jouant, en bousculant complètement les compartiments de l'action internationale. C'est-à-dire que il y avait Jake Sullivan qui était conseiller pour la sécurité nationale de Joe Biden. Il disait les gens, les spécialistes de sciences politiques ont laissé trop la main aux économistes sur la négociation, sur les accords économiques. Trump, oui, il ne retient aucune compartimentalisation ne lui paraît légitime. Donc il joue sur tous les tableaux à la fois. Et donc de ce point de vue-là, c'est un très bon joueur de poker. Alors la question pour l'Europe, c'est qu'est-ce qu'elle doit faire? Je pense que la première chose qu'elle doit faire et comment? Et comment? Alors la première chose qu'elle doit faire, c'est de savoir dire non. Donc elle n'a pas tout à fait dit non jusqu'à présent, mais il y a des choses qui sont inacceptables. Aller prendre le Groenland, c'est inacceptable. C'est contre toutes les règles. Donc il faut le dire à un moment. Sinon, il y a peu de chances que ce soit évité. Ensuite, il faut chercher avec qui d'autre on peut travailler. Donc les États-Unis, c'est le grand partenaire historique de l'Union européenne, mais ce n'est pas le seul. Donc je pense que sur la question du climat, il faut chercher des partenaires autres. Et ces partenaires autres, il peut y avoir le Brésil, mais il peut y avoir la Chine. La Chine, qui a la réputation méritée d'être le plus grand pollueur de la planète, d'émettre massivement, d'être le premier émetteur du monde, c'est aussi un pays qui est engagé considérablement dans la transition verte et qui, du coup, a des succès industriels exceptionnels. Eh bien, la Chine a un intérêt à ce que cette transition se poursuive et n'a pas intérêt du tout à ce qu'on revienne en arrière sur notamment les véhicules, sur la production d'énergie. Donc, il y a un partenariat à construire entre l'Europe et la Chine. Et il y a un partenariat à construire avec d'autres pays, d'autres ensembles. C'est-à-dire que je pense que l'Europe ne doit pas être trop timide. Il faut qu'elle cherche à agir et il faut qu'elle cherche à reconstruire et propose un système de relations internationales qui soit un système plus proche du système actuel, qui ne considère pas que tout est parfait dans le système actuel, mais qui se fonde sur ce système pour essayer de rallier les pays qui n'acceptent pas la domination des États-Unis. Vous savez, vous parliez du secrétaire d'État Marco Rubio. Oui. Il a fait dans son audition devant le Congrès, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit l'ordre international n'est pas simplement obsolète, enfin dépassé, il est contre les États-Unis. Il est une arme pointée sur les États-Unis. Voilà, ça c'est une provocation. Et à cette provocation, il faut que l'Europe réagisse et dise non, c'est pas ça. Et pour l'instant, elle réagit peu. Ce qu'on a vu de l'affaire du Groenland, par exemple, le fait que les Européens n'ont pas soutenu le Danemark, quasiment pas soutenu le Danemark. Je ne suis pas sûr que le Danemark souhaitait être beaucoup soutenu. Je crois que la première ministre danoise a elle-même plaidé la modération, à tort ou à raison. À tort ou à raison, sachant que les relations entre le Danemark, ce qu'on comprenait mal avant de s'intéresser peut-être un peu plus à ce sujet, c'est que les relations entre le Danemark et le Groenland sont assez complexes tout de même. Il y a une forme, chez les habitants du Groenland, un sentiment d'être colonisé précisément par le Danemark. Mais je ferme la parenthèse. Vous parliez du Brésil, de la Chine, l'Inde me vient à l'esprit aussi comme un des grands partenaires. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que l'Europe choisisse des sujets et en bilatéral à y travailler avec des grands espaces. Pas forcément en bilatéral. Il faut qu'elle essaye de construire des coalitions. Comme on disait sous George W. Bush, coalitions of the willing.
Hein. Je pense que c'est ça qu'il faut essayer de construire, c'est-à-dire domaine par domaine, essayer de rassembler ceux qui ont une vision qui tiennent en fait à ce que une forme de multilatéralisme existe. Quel est notre principal problème, nous Français, je veux dire, face à ça? Est-ce que, je vais y aller en ligne droite, c'est l'Allemagne? Je ne sais pas, parce que l'Allemagne, le chancelier Scholz n'en a pas pour très longtemps, et donc non, la question, c'est celle de son... Mais fondamentalement, l'Allemagne est pour le commerce. L'Allemagne a eu son sujet, c'est les trois ébranlements de ses piliers qui étaient le gaz russe, la protection américaine et le commerce avec la Chine. Ce qu'on comprend de l'Allemagne, c'est qu'elle est prête à céder le plus vite possible pour retrouver du gaz et commercer le plus possible avec les États-Unis. Oui, mais enfin, je ne suis pas sûr que ce soit une stratégie très payante. Je pense que l'Allemagne a besoin aussi de s'adapter au monde tel qu'il est. Les États-Unis, et Trump en particulier, n'aiment pas les accords globaux, n'aiment pas les grandes négociations, les COP ceci, les COP cela. Est-ce qu'en effet, ça n'est pas ça quand même une manifestation du vieux monde, ou en tout cas une façon de gérer les problèmes qui est aujourd'hui dépassée? Je veux bien, mais comment est-ce qu'on gère la question du climat autrement que dans un cadre multilatéral? Ce cadre multilatéral, il n'est pas très prescriptif, hein, mais il a l'avantage de permettre de mesurer les efforts de chacun par rapport à un objectif qu'on s'est donné. Et ça me paraît c'est pas très contraignant, c'est probablement pas assez contraignant, mais ça ne peut être que multilatéral. On ne peut pas faire du bilatéral là-dessus. Pour l'instant, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, Trump a plutôt épargné l'Europe. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est qu'il prépare un coup encore plus fort, ou est-ce qu'il craint l'Europe? Je ne suis pas sûr qu'il craigne l'Europe. Non, en tout cas, qu'il craint de s'y attaquer trop frontalement. Non, je ne suis pas sûr de ça. Moi, je pense notre temps viendra dans la séquence. Ah oui, on y aura droit. Mais on y aura droit. Ouais. Sur quoi? Sur du commercial? Ah, sur le commerce, oui, beaucoup sur le commerce. Alors ensuite, il y a plein d'autres sujets. Hein. Il y a les sujets de régulation. Hein, c'est-à-dire l'Europe a quand même mis à l'amende les GAFA plusieurs fois. C'est pas du tout sûr que ce soit accepté. Donc ça, ce serait une mise en cause de l'extraterritorialité de la politique de la concurrence qui serait un changement de premier rang, parce que ça a toujours été accepté jusqu'à présent par des administrations américaines. Et puis, il y a beaucoup d'autres sujets. Donc le commerce, je pense qu'on est dans une séquence commerciale, et je pense que Trump va probablement à un moment dire il n'est pas acceptable que certains pays aient des excédents. Ouais. Les fameuses Mercedes qui sillonnent les rues de Washington, etc. Oui. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, mais il le dit. Non, mais il le dit depuis les années 70. Ouais, donc maintenant, il a de nouveau l'occasion d'agir. Mais il agira par rapport à l'Allemagne. Donc il choisira des tarifs qui vont particulièrement faire mal aux Allemands. Plus qu'éventuellement aux Français. Oui. Ce qui n'est pas un facteur d'union des Européens. Non, je suis d'accord. Il va tenter de nous diviser. Nous étions, je ne trahis pas de secret, mais nous étions dans un colloque international il y a quelques jours ensemble. Et un des intervenants réputés disait il faut que les Européens soient unis, déterminés et forts. Nous ne sommes ni unis, ni déterminés, ni forts. Oui, je vois de qui vous voulez parler. Ouais. Je pense qu'il a quand même une grande capacité à exprimer avec beaucoup de talent le pessimisme. Très bien, nous ne dirons pas qui c'est. Général Trinquant, merci beaucoup Jean, on va reparler de tout ça dans un instant. Donc vous êtes militaire, vous avez fait Saint-Cyr, vous avez opéré au Liban, dans l'ex-Yougoslavie, vous avez eu des postes à l'OTAN, à l'Union européenne, à l'ONU, et vous êtes aujourd'hui retiré de l'active, si j'ose dire, et vous passez une partie de votre temps à écrire des livres avec des titres qui sont... Vraiment, vous êtes doué pour les titres. Ce qui nous attend, et puis votre dernier livre qui est D'un monde à l'autre, nous y sommes. Quel est l'état de la conflictualité? Je ne sais pas si vous avez vu les tableaux
que Carolina Klint a montré tout à l'heure, avec ses pastilles vertes, jaunes, rouges, purple, comme elle disait. Aujourd'hui, l'état de la conflictualité dans le monde, c'est quoi? Alors, les premiers points qu'il faut prendre en compte, c'est le changement des rapports de force et le fait que l'utilisation de la force s'est banalisée. Les changements de rapport de force, puisqu'on parlait d'un monde qui pouvait être contre les États-Unis, il faut rappeler simplement que le monde en 1945, c'était 50 pays aux Nations Unies. Aujourd'hui, ce sont 193. Et le G7, c'était en 1975, 60% du PIB mondial. Aujourd'hui, c'est en dessous de 40%. Donc ces rapports de force font que les plaques bougent. Les plaques bougent, on quitte un monde, pour reprendre le titre de mon livre, on ne sait pas dans quel monde on va exactement. Et la conflictualité, elle est un peu partout. Alors, par les médias, on a tendance à se focaliser sur quelques sujets. On parlait du Gaza à cause de l'expression de M. Trump hier. On parle de l'Ukraine, pardonnez-moi, je revenais à mes vieux démons. L'Ukraine depuis presque 3 ans. Oui. On parle assez peu de l'Afrique, avec ce qui se passe en République démocratique du Congo, avec le on Rwanda. y parle chaque fois que la France ferme une base. Oui, mais c'est très intéressant ce que vous venez de dire. En France, on ne parle vraiment des crises que quand il y a des soldats français qui sont engagés et qu'on a des blessés ou des morts. Le Congo, moi j'y suis allé en 2003, en Ituri. Avec la pression du Rwanda sur le... Oui, exactement. Là, on en a parlé. Aujourd'hui, on n'en parle pas du tout. Donc voilà, ce que je veux dire simplement, c'est que la conflictualité, elle est un peu partout et sous toutes ses formes. Et les formes qui touchent en particulier les sociétés, on n'en parle pas beaucoup en ce moment, les Houthis qui bloquent le détroit de Bab el-Mandeb, qui contraignent un bon nombre de bateaux à passer par le cap de Bonne-Espérance et à déserter le canal de Suez. Ça veut dire 60% de bénéfices pour l'Égypte en moins, donc avec des répercussions directes et indirectes importantes. Le port d'Haïfa est vide. Donc voilà, cette conflictualité, elle est à la fois ponctuelle, j'en parlais pour le Congo, sur des crises majeures, l'Ukraine et le Proche-Orient, et puis de façon beaucoup plus diffuse, indirectement. Indirectement, on va parler de l'Iran peut-être, le Proche-Orient, la Syrie. Voilà, il y a de la conflictualité un peu partout, tout simplement parce que les rapports de force ont changé et parce que maintenant, il y a une utilisation débridée de la force qui nous saute à la figure depuis 3 ans parce que c'est sur le continent européen, mais qui existe ailleurs. Dans ce monde qui n'est plus celui d'avant, cet autre monde que vous évoquez dans votre livre, et depuis quelques semaines, on comprend que les États-Unis ne vont plus jouer le même rôle du tout et que probablement ils ne se projetteront plus. Alors ça avait déjà commencé avec Obama, ça a continué évidemment avec Trump 1, puis avec Biden, mais le Trump 2 est encore plus déterminé à faire que les États-Unis ne soient plus, comme on disait dans les médias et ailleurs, le gendarme du monde. Quelles conséquences ça a selon vous? Alors ça a des conséquences énormes et à la fois dramatiques. Je vais vous donner 2 exemples. Alors je ne vais pas remonter à la guerre du Vietnam, Corée, etc. Mais il se trouve que j'étais à New York en 2003, j'étais aux États-Unis en 2001, et je reprends une phrase du président Biden qui a dit aux Israéliens « Ne faites pas l'erreur que nous avons faite en 2003 ». Dans les couloirs de l'ONU, c'était frappant. La France, je le rappelle, à l'époque, s'était opposée à l'opération américaine. Et dans les couloirs de l'ONU, tous les pays du monde, et sur les 193, au moins 160, disaient « c'est bon, les Français, tenez, tenez ». C'est-à-dire que tout le monde était contre les États-Unis. Alors qu'en 2001, tout le monde était autour des États-Unis après le drame du World Trade Center. Et donc, je crois que les États-Unis ont tiré des conséquences de cette catastrophe qu'a été la guerre en Irak, catastrophe pour la déstabilisation qu'elle a mis en place au Moyen-Orient, et que les Américains qui, à l'époque, nous humiliaient, les Français, parce qu'on ne voulait pas aller combattre en Irak. 2 ans après, quand je suis revenu, puisque je suis parti 2 ans, je suis rentré en France, je suis rentré en 2006, et là, tous les Américains me disaient « vous aviez raison ».
Je leur disais, écoutez, c'est vous qui le dites. Et je crois qu'ils en ont tiré les conclusions, et M. Trump en a tiré particulièrement les conclusions, c'est-à-dire je suis l'homme qui fait la paix, qui n'envoie pas des troupes combattre ailleurs, mais qui va agir autrement. Qui va agir autrement, de façon indirecte, mais surtout, vous voyez, quand on parlait de Gaza, par exemple. Et on va en parler. Occuper Gaza, Ouais. les Américains ne le feront jamais. Ils n'enverront jamais de forces américaines là-bas, parce que ce serait une catastrophe. Le Hamas en profiterait, bien sûr. Et donc, on ramènerait des body bags, comme on dit, aux États-Unis. Et ça, le président Trump ne veut pas en entendre parler. Donc, c'est vrai que cette absence de forces militaires, à cause des erreurs qui ont été commises, est une réalité qu'on doit avoir aujourd'hui, mais ne pas s'imaginer qu'ils ne vont pas agir d'une façon différente, y compris avec des moyens militaires, en soutien, par exemple, d'Israël, ou indirectement sur d'autres théâtres secondaires comme la Somalie, par exemple, comme ils l'ont fait dernières 24 heures. Oui. Puisque vous parlez de Gaza, ce qu'on comprend de ce qu'a dit Donald Trump, c'est non pas qu'ils veulent envahir Gaza, mais ils veulent reconstruire Gaza. Et donc c'est un projet, c'est pas du tout un projet militaire, c'est un projet économique, si j'ai bien compris. Nicole me le confirmera si nécessaire. Mais l'idée, c'est on déplace les populations, éventuellement on les ramène après, mais on reconstruit Gaza pour faire de ce pays qui est sur le plan, j'allais dire, géographique, climatique, aussi béni que peut l'être le Liban, on fait de ce pays ce qu'il aurait dû être, ce qu'il aurait pu être, if ever. Alors c'est vrai que sur Gaza, on a eu des indices avant de la position de Donald Trump, mais enfin, les déclarations, elles datent d'hier soir pour nous, et elles sont quand même très ambiguës sur la question même du contrôle militaire. Oui. Puisqu'il a dit « on prend le contrôle de Gaza, c'est à nous ». Donc, je n'imagine pas qu'il n'y ait pas, ça ne veut pas dire que ça se réalisera, mais qu'il n'y ait pas la vision d'un contrôle militaire. Et comme le disait très bien Dominique Trinquant, je n'imagine pas non plus que Donald Trump veuille envoyer des troupes au Moyen-Orient. Donc il y a quelque chose qui n'est pas clair du tout, qui nous laisse à penser que c'est la technique du gros pavé dans la mare, de la grenade dégoupillée, comme on dit certains, et puis on voit ensuite les réactions à droite et à gauche. Mais enfin, sa vision, en 3 mots, c'est celle du promoteur immobilier. Bon, tout est démoli, alors on achève de raser, on démolit les tunnels, on démine et on construit Singapour, en quelque sorte. Il y a 2 millions de Palestiniens, on les place ailleurs, dans des pays qui ne veulent pas d'eux, et sans leur demander leur avis. Entre-temps, tout le monde proteste, mais je tiens à dire que Donald Trump met le doigt sur le problème insoluble. Alors, il ne donne pas la solution, mais en gros, on sait très bien que, Israël ne tolérera jamais que le Hamas continue à gouverner Gaza. Le Hamas ne sera jamais un partenaire pour la paix, pour la négociation d'un État palestinien, puisque le Hamas est radicalement contre 2 États. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je ne sais pas ce qu'on fait avec ça, mais Général Trinquant, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé depuis le début, c'est le mot Russie, ou le nom de Poutine. Est-ce que ça veut dire qu'on est tellement habitué à cette guerre qu'elle n'est plus au top of the rank? Oui, je pense que tout le monde en est à la phase de que se passe-t-il dans les 100 jours alloués par le président Trump pour négocier. Le président Zelensky, hier, a dit clairement que lui, il était prêt à discuter avec M. Poutine. Ce qui est un très grand changement d'attitude. Oui, ce qui est un grand changement d'attitude, mais qui n'est pas très surprenant. Parce qu'en fait, la difficulté, elle va venir de Poutine. Et M. Trump, là, va devoir passer à la réalité des choses. Encore une fois, il ne va pas instaurer la paix. Il veut arrêter la guerre, qui n'est pas exactement la même chose. Et pour arrêter la guerre... C'est la première étape. Oui, c'est la première étape. Mais ce que je veux dire, c'est pas le plus facile, mais disons que régler le problème des frontières, de la sécurité européenne, c'est compliqué. Hein. Donc, il veut arrêter la guerre. Pour ça, il faut que M. Poutine fasse des concessions, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas prêt. Et ça va être intéressant, je n'ai pas vu ce qui s'est dit aujourd'hui, mais la réponse de M. Poutine à ce qu'a dit Zelensky hier. Parce que lui, il va dire non. Moi, depuis le début, il ne cherche qu'une chose, c'est déstabiliser Zelensky. Et il ne veut qu'une chose, c'est se retrouver face à M. Trump. Et M. Zelensky hier a bien dit négociation à 4, c'est-à-dire Russie, États-Unis, Ukraine
Europe. Or ça, M. Poutine ne voudra pas en entendre parler. Donc, quelle va être la marge de manœuvre de M. Trump là-dessus? Ça va être très intéressant. Jean Pisani-Ferry, dans tout ce contexte quand même très, très secoué, très instable, très imprévisible, l'économie souffre, évidemment. Le titre de notre table ronde, c'est « L'Europe peut-elle se passer des États-Unis » Est-ce que ce qui se produit en ce moment dans le monde des affaires nous incite à penser qu'il faudrait se passer des États-Unis? Je ne crois pas que ce soit la bonne manière de poser les choses. Je pense que l'Europe a ses problèmes. Elle a ses problèmes, ils ont été très bien diagnostiqués dans le rapport Draghi et dans le rapport d'Enrico Letta. Bon, Enrico Letta sera là tout à l'heure pour conclure notre après-midi. J'ai compris ça. Et je pense que ça, c'est ce qu'il faut faire de toute façon. Donc, il y a la Commission européenne a mis sur la table ce qu'elle appelle sa boussole stratégique, ce qui est la première étape qui endosse très largement le diagnostic du rapport Draghi, qui n'endosse pas les solutions du rapport Draghi, en particulier le fait de pouvoir emprunter en commun. Mais je pense que ça, c'est indispensable de le faire. Et donc, avec ou sans les États-Unis, c'est une réponse à des problèmes qui ont été bien diagnostiqués et qui se traduisent par un gouffre, en fait, entre le rythme de croissance des États-Unis et le rythme de croissance de l'Europe. Donc, je pense que c'est tout à fait important. Et donc, c'est le rapport Draghi-Letta, les rapports Draghi-Letta qui peuvent donner la solution. Un spécialiste de l'Europe disait il y a peu de temps, ce qui va être très compliqué dans la nouvelle boussole européenne, celle que Ursula von der Leyen a dévoilée il y a quelques jours, c'est de déréguler, parce que l'Europe va devoir déréguler la régulation, et que c'est un sacré boulot. Oui, parce que cette régulation, elle est récente, en fait. Mais je pense que là, le constat est assez largement partagé. On est allé pas trop loin surtout, mais on est allé trop loin dans certaines directions. Et la pression pour déréguler va être considérable de la part... Elle est déjà considérable. Oui, elle est déjà considérable de la part des entreprises, essentiellement. Donc, pas de toutes. Si on parle CSRD, par exemple, une partie des entreprises qui sont déjà très engagées dans la transformation CSRD ne veulent pas revenir en arrière et ne veulent pas perdre une forme de capitalisation des efforts qu'ils ont faits. Bien sûr. Mais derrière, il y a beaucoup d'entreprises de taille plus petite qui ne sont pas engagées dans la CSRD et pour lesquelles il faut donner un peu de respiration. Nicolas Bacharan, on parlait tout à l'heure d'Elon Musk et vous disiez qu'il a des pouvoirs considérables. Je vous invite à lire un article du Wall Street Journal qu'on a publié ce matin dans l'Opinion où on commence à voir que Donald Trump dit il ne faut pas qu'il aille trop loin et je vais commencer à le contrôler, le brave Elon. Néanmoins, il a des pouvoirs considérables, dont celui que vous avez cité, qui est de fermer des agences et de les fermer du jour au lendemain ou à peu près, comme il a fait pour ex-Twitter, X. Le pouvoir, enfin, ce que vous connaissez de la manière de fonctionner des hommes politiques en général, de Trump en particulier, est-ce que vous pensez que Trump va tolérer longtemps la présence d'un vibrion, c'est pas du tout, comment dire, c'est pas critique ce que je dis, c'est quelqu'un qui vibrionne en permanence, d'un vibrion à ce point actif auprès de lui? Je dois dire que ce duo qui s'est formé quand même très tard dans la campagne électorale, dans les 2 derniers mois, oui, puisque Elon Musk était plutôt proche du Parti démocrate encore quelques temps avant, dès le départ, tout le monde s'est dit que ça ne peut pas durer. Deux personnages aussi envahissants, aussi égomaniaques, aussi imprévisibles, ne peuvent pas former un véritable tandem. Je pense que ce tandem durera tant que leurs intérêts concorderont, tant que Donald Trump aura le sentiment que Elon Musk lui est utile mais ne lui fait pas trop d'ombre, d'où cette pas reprise en main, mais enfin cette petite limite que vous aviez citée à l'instant, où il a dit, Elon en quelque sorte conseille, il donne son avis, mais il ne peut pas agir si je ne suis pas d'accord. Ce qui correspond, malgré tout, il faut bien le dire, à la répartition des pouvoirs. En théorie, Elon Musk n'a aucun pouvoir
et il exerce des pouvoirs. Et là, au fond, la limite, c'est d'abord son accord avec Donald Trump, mais c'est également la réaction, pour l'instant, l'absence de réaction, un petit peu comme l'Europe, du Congrès, mais le Congrès est concerné directement. Quand Elon Musk arrive dans un ministère, au ministère du Trésor, donc aux finances, ou dans une grande agence publique comme celle de l'aide internationale fournie par les États-Unis, et qu'en gros, il dit « ouvrez-moi les comptes, renvoyez les fonctionnaires, fermez l'agence d'aide internationale », c'est quelque chose qui est suivi des faits. Or, toutes ces agences sont sous l'autorité du Congrès, qui a établi leurs règlements, leurs structures, leur financement. Et à un moment, il va y avoir, on l'espère quand même, un réveil du Congrès pour reprendre ses prérogatives. Mais on est dans la phase où le power grab, la manière de s'emparer du pouvoir de Musk, de Trump, de leurs équipes immédiates, est tellement brutale qu'elle sidère tout le monde. Ça ne va pas durer éternellement. Mais sur Trump, Musk, je pense qu'on est dans un phénomène quand même totalement nouveau. Ce n'est pas la première fois que des milliardaires influencent la politique américaine. Le 19e siècle, le 20e siècle, on l'a beaucoup vu. Mais là, c'est à un tel niveau, avec de tels conflits d'intérêts, puisque Elon Musk est quand même le premier prestataire de la NASA, notamment. Il envoie une fusée dans l'espace tous les 3 jours, quand l'Europe en envoie 2 par an. Donc c'est à un tel niveau qu'à un moment on se dit ça va faire quand même un feu d'artifice entre les deux. Mais moi, ce qui me fascine, c'est que Musk exerce un pouvoir qu'il n'a pas, mais qui de facto renvoie 10 000 fonctionnaires de l'Agence pour l'aide internationale qui sont à l'étranger. Dans le mois, vous rentrez chez vous, vous quittez votre job, et il faut vraiment prouver aux autres, à quelle autorité on ne sait pas, que votre femme est enceinte dans une grossesse difficile, que vous avez un enfant à l'hôpital, sinon vous partez tout de suite. Donc il y a un virage autoritaire d'une brutalité extrême, mais je ne crois pas que les contre-pouvoirs américains soient morts. Je pense qu'ils ont du mal à se ressaisir. Même si le Parti démocrate est par terre. Le Parti démocrate est par terre par sa faute, ai-je envie de dire. La faute, celle de Biden et de Kamala Harris. Voilà, on a eu à la fois les excès du wokisme qui faisaient que quand vous aviez de bien gentils militants démocrates venir expliquer à des ouvriers qui avaient perdu leur travail ce qu'était le privilège blanc, ça passait fort mal. Joe Biden trop âgé, pas de primaire pour un autre candidat. Kamala Harris, candidate finalement assez faible. Et voilà le résultat, mérité. Général Trinquant, comment est-ce que vos homologues, les militaires, l'armée américaine, vit cette période? Écoutez, pour leur rapport avec l'Europe, les 3 derniers jours, des militaires américains disaient à leurs camarades européens « Désolé, guys, il va falloir que vous fassiez tout seul ». Ça vous donne l'ambiance dans laquelle ils étaient. Je rappelle que lors de la première présidence du président Trump, il voulait dégarnir l'Europe de soldats américains. Depuis la guerre en Ukraine, naturellement, le mouvement inverse s'est impliqué. Donc, si vous voulez, nous, sur le plan militaire, il faut comparer ce qui est comparable. On ne peut pas se comparer à la puissance, je parle de tous les Européens, la puissance militaire américaine. Elle est absolument considérable. Je l'ai vécu, j'ai été dans un état-major à dominante américaine, c'est absolument écrasant. Mais c'est pour ça que moi je pense que l'arrivée de M. Trump est une bonne nouvelle pour l'Europe de la défense. Expliquez-moi ça, parce que c'est un peu contradictoire. Parce que, si vous voulez, avec l'administration démocrate, on nous enrobe de miel en nous disant on vous aime, etc. Et on finit par vendre des F-35 et on finit par faire vendre le matériel américain. Trump est tellement brutal que les Européens sont contraints de se réveiller. Alors moi, la réunion de Bruxelles de lundi, je trouve que c'est un phénomène intéressant. Ce sont les Européens qui invitent le secrétaire général de l'OTAN, qui invitent le Premier ministre britannique à dialoguer avec eux pour essayer de trouver des points communs. Alors c'est compliqué à 27, encore plus à 27 plus 2, mais ils doivent essayer parce que, évidemment, la brutalité de Trump, on ne sait pas où ça va les mener. Parmi les sujets, Jean-Pierre Ferry, il y a, en tout cas qui ont été évoqués à Bruxelles, l'éventualité de l'émission d'un grand emprunt, un nouveau grand emprunt pour financer la défense.
On a les moyens de faire ça, c'est une bonne idée? Je pense que c'est une bonne idée. Je pense que la première chose, c'est d'abord de reconnaître que sur ce point, Trump a raison. C'est-à-dire les Européens vivent de la protection américaine. Sous le parapluie. Ça ne peut pas durer. Et donc les Européens doivent trouver le moyen de le financer. Alors, on compare différentes solutions pour le moment, mais on va devoir, on est à peu près à 2% du PIB. C'est largement insuffisant, et c'est largement insuffisant compte tenu du fait que la menace russe est là et que la présence américaine l'est encore, mais n'est pas ce qu'elle était, n'est plus ce qu'elle était. Et ça pose des problèmes considérables, y compris sur la capitalisation et la valorisation des entreprises de défense en Europe, qui est très sous-valorisée par rapport aux américaines. Donc, réponse à la question, l'Europe peut-elle se passer des États-Unis? Je pense qu'elle doit apprendre à se passer des États-Unis. Aujourd'hui, elle n'a pas la capacité de se passer d'eux. Nicole? Oui, je ne pense pas se passer des États-Unis, ni militairement, ni commercialement, mais néanmoins contourner davantage, parce qu'il y a aussi une possibilité d'une autre bascule, c'est que les États-Unis protectionnistes et qui vont le rester se retrouvent isolés dans cette posture. L'Europe reste une zone de libre-échange, elle élargit sa zone de libre-échange avec le Mercosur et d'autres accords. L'Asie, notamment l'Asie du Sud-Est, a sa propre zone de libre-échange dont la Chine se rapproche. Vous avez l'Indonésie qui rejoint les 10 BRICS qui sont aussi dans une zone de libre-échange. Donc le reste du monde peut avancer dans une démarche opposée à celle du protectionnisme américain. On ne se passera pas des Américains, mais on peut diminuer leur poids en matière commerciale et militaire. Dominique Trinquant. Dans le domaine militaire, aujourd'hui, non, mais elle doit s'y préparer. Mais nous avons un problème majeur, en particulier nous, Français, c'est qu'on a le grand bénéfice de la dissuasion nucléaire. Et nous sommes les seuls en Europe. Et donc, il faut se mettre à la place des autres. En Union européenne, avec les Anglais, bien sûr. Vous savez bien que la dissuasion nucléaire britannique dépend des Américains. C'est eux qui appuient sur le bouton. Donc, en Europe, nous sommes les seuls. Et ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse à ça avec les autres Européens, parce qu'on n'a évidemment pas le même point de vue. Nous considérons que nous sommes protégés par notre parapluie. Les autres Européens pensent qu'ils sont protégés par le parapluie américain. Il nous reste à espérer qu'en ce moment même, aux États-Unis, un colloque ne pose pas la question de savoir si les États-Unis peuvent se passer de l'Europe, donc la question inverse. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette contribution très éclairante. Merci beaucoup.